ça va être difficile de vous convaincre qu'on peut faire quand même une angioplastie du tronc commun sans imagerie. Comme a dit Ramzi, donc c'est une indication classe 1, niveau d'évidence A. L'imagerie est très recommandée en matière d'angioplastie de toute lésion complexe, notamment celle du tronc commun. Cependant, l'imagerie nécessite quand même un entraînement approprié. Elle a un coût élevé, la disponibilité elle est assez limitée et elle ne corrige pas toutes les imperfections au cours de l'angioplastie. Et l'angiographie garde quand même un rôle central. Donc pour réaliser cette angioplastie sans se guider par l'imagerie, il faut, donc si c'est possible, avoir le coroscan, c'est de plus en plus disponible et ça aide pour guider le geste. Il faut limiter au maximum le nombre de stents, donc provisional stenting, classique ou inversé. Il faut savoir comment estimer la taille des vaisseaux. On peut utiliser la loi de Finet, le QCA, et il faut optimiser au maximum par des post-dilatations en proximal et en distal, et céder du stent enhancement, donc stent boost ou stent vis. Le coroscan, heureusement, il est de plus en plus disponible avant le geste, donc il faut en profiter. Et ça permet de dégager la meilleure incidence pour voir la lésion, soit en osseal, soit en distal. Ça permet d'évaluer la longueur de la lésion. Ça permet de préciser la distribution et la nature des plaques et d'évaluer même les calcifications. Donc, par exemple, pour dégager l'ostium du tronc commun, l'incidence idéale, c'est un OAG 37, cranial 22. Bon, c'est une moyenne, ça peut changer d'un patient à l'autre, mais ça tourne autour d'un OAG cranial. Par contre, pour la bifurcation, c'est plutôt un face caudal. La longueur de la lésion, on peut l'évaluer par le coroscan, et il faut faire attention au raccourcissement. Donc, on voit ici la lésion sur l'OAG cranial, elle est très raccourcie par rapport à l'OAD cranial. Le coroscan permet également de voir la distribution et la nature des plaques. Si on a une plaque molle sur le segment proximal ou sur la branche-fille, le risque de perdre la branche-fille est important. Également, si on a une plaque calcifiée en regard de la carène, le stent va s'ouvrir plutôt vers la branche-fille et le risque d'occlusion augmente également. Le degré de calcification, on peut même évaluer l'arc, la longueur et l'épaisseur si on a une bonne qualité d'image concernant les calcifications. En dehors du coroscan, il faut savoir comment évaluer la taille des vaisseaux. On a bien sûr la loi de Finet, donc le diamètre proximal est égal au diamètre distal plus le diamètre de la branche-fille multiplié par 0,678. Pour les trifurcations, le facteur de multiplication c'est 0,577. On peut utiliser le calculateur online ou en pratique on peut afficher le tableau sur le mur de la salle de cathé. Le QCA, donc la coronarographie quantitative, elle aide vraiment et cette étude a montré qu'il n'y a pas de différence avec la VUS concernant les événements cardiovasculaires. Donc une étude sur 1500 patients et dans cette étude, le protocole c'était pour les vaisseaux de moins de 3,5 mm, il fallait majorer de 10% le diamètre. On sait qu'à la QCA, les diamètres sont sous-estimés, donc il faut les majorer. Et pour les vaisseaux de plus de 4 mm, on majore de 5%. Il faut également, lorsqu'on n'a pas d'imagerie, il faut optimiser au maximum les stents. Pour cela, il faut se baser sur l'inflation des ballons. Dans cette étude, ce n'est qu'à la 3e inflation que le ballon s'est ouvert. Pour le ballon non compliant, il s'est ouvert à sa pression nominale à la 3e inflation avec une pression haute. La durée de l'inflation est également importante. 5 secondes, ce n'est pas suffisant. Donc dans cette étude, il fallait au moins 25 secondes pour avoir une expansion maximale. Sur le tronc commun, ça peut être mal toléré, mais on peut faire des inflations répétées courtes de 5 à 10 secondes et c'est assez efficace. Donc, ensuite, lorsqu'on stent, il faut optimiser la taille du stent. Donc en proximal, le POT, tout le monde connaît. Donc on stent selon le diamètre distal et non pas proximal, sinon on va shifter la carène vers la branche-fille.
Donc on choisit le diamètre du stent en fonction du diamètre distal et on optimise en proximal par le ballon. Donc c'est le pot, c'est classique. Et pour le pot, j'attire votre attention, si le segment stenté en proximal il est assez long, donc il vaut mieux commencer par la partie proximale du stent et finir par la carène, et non pas comme on a l'habitude de faire, pour éviter l'élongation du stent. Bon, il y a le pot, mais il y a également le DOT. Il ne faut pas oublier d'optimiser le stent en distalité, et souvent il est nécessaire de le faire. Une technique assez intéressante également, c'est, donc on a l'habitude de stenter selon le diamètre distal, mais selon cette technique, Distal Low Pressure Dilatation Technique, on va choisir plutôt le diamètre en fonction du diamètre proximal et sous-déployer le stent en distalité et ensuite l'optimiser. Ça permet de mieux couvrir, de mieux apposer le stent et que les mailles vont être plus ouvertes par rapport à la branche phi. Donc on va choisir la plateforme la plus large du même stent en fonction du diamètre proximal, mais en le sous-déployant. Voici un exemple réel. Donc on a réalisé avant-hier donc une femme à la phase de 40 ans, phase aiguë, une charge thrombotique assez élevée. Donc selon la QCA et la loi de Finet, on a estimé que le tronc faisait 5 mm, l'IVIA et la CX faisaient en moyenne 3,75. Donc au lieu de mettre un stent de 3,5, on va mettre un stent de 4 mm qu'on va sous-déployer à 8 atmosphères à peu près. Ensuite, on va l'optimiser en proximal et en distal avec un bon résultat. Donc il faut connaître les stents qu'on utilise. Donc si on a mis un stent de 3, de 3,5, son expansion maximale n'est que de 4,25. Donc ça va être largement sous-dimensionné. Une autre technique qui a été bien corrélée à l'OCT, c'est le pot-PAF. Donc, au moment du pot, on va injecter du produit. Et si le produit passe, c'est clair que le ballon est sous-dimensionné. Le stent enhancement est très utile également pour nous guider, pour le pot, pour le kissing, etc. Et même pour détecter les complications, un stent sous-expandu ou un pot mal fait ou une déformation, etc. Donc en conclusion, on peut faire quand même de l'angiographie, du stenting du tronc commun en se basant sur l'angiographie. Donc on peut s'aider du coroscan. Il faut bien dégager les incidences idéales. Il faut savoir comment évaluer la taille des vaisseaux en utilisant le QCA et la loi de Finet. Donc durant l'angioplastie, on va s'aider du stent enhancement et il faut exiger un résultat optimal. Et en moindre doute, il ne faut pas hésiter à avoir recours à l'imagerie, bien sûr. Pour plus d'informations, il y a le consensus du European Bifurcation Club qui détaille tous ces éléments. Et je vous remercie.